Quand on parle de la colonisation de l'Algérie, on commence toujours en 1830. Le débarquement à Sidi Fredj, les 37 000 soldats français, la chute d'Alger, comme si l'histoire commençait là. Comme si avant ce débarquement, il n'y avait rien. Une terre, des gens, mais rien qui mérita qu'on s'en souvienne. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait avant. Avant 1830, il y avait un État, une capitale, une puissance commerciale reconnue par les grandes nations du monde. Et une relation avec la France, une relation particulière dont personne ne parle jamais, une relation de créancier à débiteur. Commençons par les faits. Au début du 19e siècle, l'Algérie n'est pas une terra nihilus, une terre sans maître, sans loi, sans organisation politique. C'est une entité que les historiens appellent la régence d'Alger. Cette régence existe depuis le XVIe siècle. Elle est nominalement rattachée à l'Empire ottoman. Mais dans les faits, depuis le XVIIe siècle au moins, elle est autonome, elle se gouverne elle-même. À sa tête, un dey, un dirigeant désigné par la milice des janissaires, ces soldats d'élite qui constituent la colonne vertébrale de l'armée. Ce n'est pas une démocratie au sens moderne du terme, mais c'est un système politique structuré stable, avec ses règles, ses équilibres et ses institutions. Ce n'est pas un chef de tribu qui règne sur des nomades dans le désert, c'est un chef d'État. Et cette régence est reconnue comme telle, reconnue par qui? Par les plus grandes puissances de l'époque, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande. Toutes entretiennent des relations diplomatiques officielles avec Alger. Toutes ont des consuls sur place. Toutes signent des traités avec elles. Et il y a un exemple qui me frappe particulièrement. En 1795, puis en 1815, les États-Unis d'Amérique, jeune nation indépendante depuis à peine quelques décennies, signent des traités officiels avec la régence d'Alger. Pensez-y. Les États-Unis qui viennent juste d'exister, qui construisent leur identité nationale, leur diplomatie, leur alliance, ils choisissent de signer un traité avec Alger. On ne signe pas un traité avec un territoire sans État. On ne négocie pas avec le vide. Alger était une puissance que l'Europe connaissait bien et craignait. Déjà en 1541, Charles Quint, l'homme le plus puissant d'Europe, avait lancé 500 navires contre Alger. Il était reparti sans la ville. Et la ville elle-même, ce n'est pas un village. Alger comptait entre 30 et 100 000 habitants selon les estimations, autant que Nantes ou Rouen à la même période. Autant, voire davantage que Bruxelles en 1807, même ville qui deviendra capitale d'un nouvel État européen en 1830, l'année précisément où la France envahit Alger. C'est une ville cosmopolite, des Maures, des Turcs, des Koulouglis, ses descendants de mariage entre Turcs et femmes locales, des Juifs séfarades, des Mozabites venus du désert, des marchands européens installés depuis des générations, des mosquées, des madrassas, des hammams, des palais, des souks, une vie urbaine ancienne, dense, organisée. Et ce port, ce n'était pas un repère de pirates, c'était une place commerciale. Parlons justement de cette marine algéroise, parce que c'est là que le récit colonial va commencer à déformer la réalité. La régence d'Alger dispose d'une flotte de guerre et de corsaires, les Raïs. Ces corsaires opèrent en Méditerranée, capturent des navires ennemis, font payer des droits de passage, et la France, pour justifier son intervention en 1830, dira « Voyez ces pirates, c'est barbaresque, cette menace pour la civilisation chrétienne ». Mais voilà ce qu'on oublie de dire. Le corso méditerranéen, la course en mer était une pratique partagée par toutes les puissances de l'époque. Les Français le faisaient, les Anglais le faisaient, les Espagnols le faisaient, tout le monde le faisait. C'était une pratique normale, reconnue, encadrée par des traités. Ce qui était toléré chez les Européens, entre eux, devenait soudainement de la barbarie quand il s'agissait de le reprocher à d'autres, et notamment à Alger. C'est le premier exemple, et il y en aura d'autres de cette mécanique du double standard qui va sous-tendre tout le discours colonial. Mais revenons à l'essentiel pour cet épisode. La régence d'Alger est aussi et surtout une puissance agricole et commerciale. La plaine de la Mitidja qui borde Alger au sud est l'un des greniers de la Méditerranée occidentale. Céréales, huile d'olive, laine, cuir, des exportations substantielles vers l'Italie, l'Espagne et la France. Et c'est précisément ce commerce du blé qui va créer
entre Alger et Paris une relation d'un type tout à fait particulier, une relation que la France préférerait oublier, une relation de dette. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. En France, c'est la révolution. Le pays est bouleversé de fond en comble. L'économie est désorganisée. Les récoltes sont insuffisantes. Et les armées révolutionnaires, ces centaines de milliers d'hommes que la République mobilise pour la défense de ses frontières et également conquérir l'Europe, ont faim. Il faut du blé, beaucoup de blé et vite. La France se tourne vers la Méditerranée et notamment vers Alger. Les échanges existent depuis longtemps. Mais là, l'ampleur est différente. La France a besoin d'approvisionnement massif, en urgence, et elle n'a pas toujours les liquidités pour payer immédiatement. Alors, elle achète à crédit. Ces transactions passent par deux négociants, deux hommes d'affaires algérois issus de la communauté juive séfarade d'Alger. Cette communauté, elle-même héritière des Juifs expulsés d'Espagne en 1492 par les rois catholiques, mais pas uniquement. 3 siècles plus tôt, leurs ancêtres avaient traversé la Méditerranée pour s'installer au Maghreb. Ces deux hommes s'appellent Mikaya Bakri et Michel Buznac. Bakri et Buznac sont des intermédiaires incontournables. Ils connaissent les marchands algériens, maîtrisent les circuits financiers, parlent les langues. Ils ont la confiance des deux parties. C'est donc à travers eux que la France achète à crédit des quantités considérables de céréales algériennes. Ce blé approvisionne les armées révolutionnaires, puis les armées napoléoniennes, les grognards de Bonaparte, ces soldats aguerris qui traversent l'Europe d'Austerlitz à Moscou, mangent en partie du blé qui vient d'Algérie et la dette s'accumule. Les estimations varient, mais on parle de plusieurs millions de francs de l'époque, évidemment 7 à 8 millions de francs, peut-être davantage avec les intérêts, une somme colossale pour l'époque. Voici la structure exacte de cette dette. Bakri et Buznac ont eux-mêmes emprunté à la régence d'Alger pour financer ces opérations. Donc la France fait crédit auprès de Bakri et Buznac pour racheter du blé et Bakri et Buznac doivent in fine à la régence d'Alger. Le Dey d'Alger est créancier au bout de la chaîne de la France. L'État algérien, cette entité que le récit colonial va décrire comme arriérée, barbare, pré-civilisationnelle, fait crédit à la France pour nourrir ses armées. À l'inverse, la Révolution passe, l'Empire passe, la Restauration arrive. Louis XVIII puis Charles X, 3 régimes français successifs héritent de cette dette et aucun ne la rembourse. Bakri et Buznac réclament, ils écrivent, ils envoient des représentants, ils négocient. La France reconnaît la dette dans son principe, elle ne peut pas faire autrement. Les documents sont là, mais elle conteste le montant, ergote sur les intérêts, temporise, renvoie à des commissions, des années passent, des décennies passent. Le Dey Hossein, qui gouverne Alger depuis 1818, est un homme patient, mais il y a des limites à la patience. Il va finir par élever le ton dans ses correspondances avec le consul français à Alger. Ce consul s'appelle Pierre Deval et Deval lui-même a des intérêts personnels dans ce dossier, des intérêts qui ne l'incitent pas à presser Paris de régler sa dette. La situation est explosive. Voilà donc ce qu'était Alger en 1827, un État souverain, une capitale cosmopolite, une puissance commerciale reconnue diplomatiquement par les grandes nations du monde et un créancier qui attend depuis des décennies d'être remboursé par la France. Pas une terre vide, pas un peuple sans histoire, pas des barbares que la civilisation européenne allait sauver, mais un État à qui la France devait de l'argent. Le Dey Hossein va convoquer le consul Deval pour en parler une dernière fois. Cette conversation va très mal se passer et de cette conversation, d'un seul geste, d'un seul objet, va naître le prétexte d'une guerre, une guerre qui s'apparentera à un génocide, une occupation qui s'apparentera à un apartheid qui durera 3 fois plus longtemps que celui d'Afrique du Sud. Rendez-vous bien compte, 3 fois plus longtemps que celui d'Afrique du Sud, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.